Si tu as déjà senti que tu portes une intensité émotionnelle que les autres ne comprennent pas, que ta sensibilité te fait paraître trop intense ou différent, alors ce que je vais te dire va te libérer de années d'incompréhension. Parce que Jung a découvert quelque chose de profondément troublant sur ces personnes qui se sentent invisibles ou déplacées dans le monde. Elles portent en elles un potentiel de présence magnétique bien plus grand que celles qui se sont toujours adaptées facilement aux attentes sociales. Ta hypersensibilité n'est pas une faiblesse psychologique, c'est une conscience développée à travers la souffrance, une profondeur forgée dans l'adversité que la plupart des gens n'atteindront jamais parce qu'ils ont choisi le confort de la conformité plutôt que le courage de l'authenticité. Et il existe une loi psychologique cachée qui, lorsqu'elle est vraiment comprise dans sa dimension la plus profonde, transforme cette sensibilité refoulée en un pouvoir intérieur rayonnant que les autres ressentent immédiatement sans même comprendre pourquoi. Freud appelait cette transformation la sublimation de l'énergie libidinale. Cette force psychique qui, lorsqu'elle est réprimée, crée des symptômes névrotiques, mais lorsqu'elle est intégrée consciemment, devient une source de créativité et de présence magnétique. Jung l'a nommé le processus d'individuation, ce chemin intérieur où tu cesses de porter les masques que la société t'a imposés et tu commences enfin à incarner qui tu es vraiment dans ta singularité la plus profonde. Les neurosciences modernes, à travers les recherches de Richard Davidson sur la neuroplasticité émotionnelle, confirment ce que ces pionniers de la psyché humaine ont toujours su intuitivement. Ton cerveau change physiquement en fonction de ton travail intérieur d'intégration et cette transformation neurologique se manifeste extérieurement comme une aura, une présence, un magnétisme que les autres perçoivent inconsciemment à travers des circuits neuronaux que Matthew Lieberman appelle le cerveau social. Tu es sur le point de découvrir comment débloquer ce pouvoir qui a toujours été en toi, attendant simplement que tu aies le courage de le reconnaître et de l'intégrer. Ce que la société t'a enseigné sur la présence magnétique est une illusion dangereuse qui te maintient prisonnier d'une performance perpétuelle. On t'a dit que le charisme s'apprend, que tu dois construire une confiance artificielle, adopter des postures de pouvoir, maîtriser des techniques de communication, comme si ta présence était quelque chose que tu pouvais fabriquer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais Jung a passé des décennies à observer cliniquement ce qui se passe vraiment dans la psyché humaine. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que le développement personnel superficiel te vend. Il a révélé que chaque fois que tu construis une persona, un masque social pour impressionner les autres ou te protéger de leur jugement, tu affaiblis ta présence authentique parce que tu divises ton énergie psychique entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être. Cette division interne crée ce que Jung appelait des complexes, ces fragments de personnalité non intégrés qui consomment ton énergie vitale dans des conflits inconscients. Ce n'est pas ta confiance qui attire, c'est ton intégrité psychique. Stephen Porges a démontré à travers sa théorie polyvagale quelque chose de fascinant sur le système nerveux autonome. Les humains possèdent un système de neuroception, une capacité inconsciente de détecter la sécurité ou la menace chez les autres avant même que le cortex préfrontal ne traite l'information consciemment. Cela signifie que quand tu portes des masques, quand il y a une incongruence entre ton état intérieur et ton expression extérieure, le système nerveux des personnes autour de toi le détecte instantanément au niveau viscéral. Ils ne savent pas consciemment ce qui ne va pas, mais quelque chose en eux ressent cette dissonance comme un signal de méfiance. Les recherches de Lisa Feldman Barrett sur la construction des émotions révèlent que le cerveau humain ne perçoit pas passivement les émotions. Il les construit activement à travers des prédictions basées sur des expériences antérieures et des signaux corporels subtils. Quand tu entres dans une pièce, les cerveaux des personnes présentes font instantanément des prédictions sur qui tu es,
en se basant sur des micro-expressions, des variations dans ton tonus vocal, des changements infimes dans ta posture, que tu ne contrôles même pas consciemment parce qu'ils sont directement liés à ton état émotionnel profond. Antonio Damasio a révolutionné notre compréhension de la conscience en démontrant que l'émotion précède la raison, que ce que nous ressentons dans notre corps influence directement notre capacité à penser et à décider. Il a introduit le concept de marqueurs somatiques, ces signaux corporels inconscients qui guident nos décisions et nos perceptions bien avant que notre esprit rationnel n'entre en jeu. Ce qui est troublant, c'est que ces marqueurs somatiques ne restent pas confinés à l'intérieur de ton propre corps. Ils se transmettent aux autres à travers ce que les neurosciences appellent la résonance limbique, une synchronisation inconsciente des états émotionnels entre les cerveaux humains quand ils sont en proximité. Daniel Siegel a consacré sa carrière à comprendre l'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à connecter différentes régions pour créer une cohérence interne. Il a découvert que les personnes avec une haute intégration neuronale, celles qui ont fait un travail profond de conscience de soi et d'acceptation émotionnelle, émettent littéralement des signaux différents à travers leur langage corporel, leur voix, leur regard. Ce ne sont pas des techniques qu'elles ont apprises, c'est l'état de leur système nerveux intégré qui se manifeste naturellement à travers chaque interaction. Freud avait déjà compris intuitivement ce mécanisme quand il parlait de l'énergie psychique qui circule ou qui se bloque dans l'appareil psychique. Il savait que les conflits inconscients, les désirs refoulés, les émotions non acceptées créent des blocages énergétiques qui se manifestent non seulement comme des symptômes psychologiques, mais aussi comme une diminution de la vitalité, une présence affaiblie, une incapacité à vraiment connecter avec les autres parce que ton énergie est constamment détournée vers le maintien de tes défenses psychologiques. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois savoir sur toi-même et sur ce pouvoir intérieur que tu cherches à débloquer. Jung a observé chez ses patients quelque chose qu'il a appelé l'ombre, cette partie de toi-même que tu as rejetée, refoulée, cachée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que tu voulais projeter ou que la société acceptait. L'ombre n'est pas seulement composée de traits négatifs, elle contient aussi des qualités positives que tu as réprimées par peur d'être trop visible, trop puissant, trop différent. Et c'est précisément là que se trouve la loi cachée de l'aura. L'énergie que tu utilises pour réprimer ton ombre est exactement l'énergie qui pourrait alimenter ta présence magnétique si tu avais le courage de l'intégrer consciemment. Chaque fois que tu nies une partie de toi-même, tu perds accès à cette énergie vitale et ta présence diminue d'autant. Les personnes qui rayonnent ce magnétisme naturel ne sont pas celles qui ont construit une façade impressionnante. Ce sont celles qui ont eu le courage d'aller dans leur ombre et d'intégrer les aspects d'elles-mêmes qu'elles avaient longtemps rejetés. Ton pouvoir ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu as eu le courage d'intégrer. Freud a découvert dans sa pratique analytique que ce qu'il appelait le refoulement consomme une quantité massive d'énergie psychique. Maintenir hors de la conscience des pensées, des émotions, des désirs qui te semblent inacceptables exige une vigilance constante de l'ego, un effort inconscient perpétuel qui épuise tes ressources mentales et émotionnelles. C'est pourquoi tant de gens se sentent chroniquement fatigués sans raison physique apparente, parce qu'une grande partie de leur énergie vitale est détournée vers ce travail invisible de répression psychologique. Alfred Adler a ajouté une dimension cruciale à cette compréhension en révélant que beaucoup de nos comportements de surface sont en réalité des compensations pour un sentiment d'infériorité profondément enraciné. Quand tu essaies de paraître confiant alors que tu te sens vulnérable à l'intérieur, quand tu adoptes une attitude dominante pour cacher ton insécurité, tu crées exactement le type d'incongruence que les autres détectent inconsciemment. Adler a montré que la vraie force ne vient pas de la compensation, mais de l'acceptation honnête de tes vulnérabilités et de la transformation de ces faiblesses perçues en source de connexion authentique et de croissance personnelle.
Richard Davidson a passé des décennies à étudier la neuroplasticité, cette capacité extraordinaire du cerveau à se restructurer en fonction de nos expériences et de nos pratiques mentales. Ce qu'il a découvert est révolutionnaire. Les personnes qui s'engagent dans un travail profond d'auto-observation et d'acceptation émotionnelle montrent des changements mesurables dans l'activation de leur cortex préfrontal, dans la régulation de leur amygdale, dans la cohérence de leur système nerveux autonome. Ces changements neurologiques ne sont pas théoriques. Ils se traduisent par une présence émotionnelle plus stable, une capacité accrue à rester centré face au stress, une résonance plus profonde avec les autres. Ce que les stoïciens comme Marc Aurèle comprenaient intuitivement il y a 2000 ans, les neurosciences le confirment aujourd'hui avec une précision scientifique. Ton pouvoir intérieur n'est pas quelque chose que tu construis en ajoutant des compétences externes, c'est quelque chose que tu révèles en enlevant les couches de défense et de faux semblants qui obscurcissent ta nature authentique. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que le corps ne ment jamais, même quand l'esprit conscient essaie de contrôler l'image que tu projettes. Ta présence n'est pas ce que tu dis, c'est l'état de ton système nerveux que les autres ressentent. Joseph Ledoux a consacré sa carrière à cartographier les circuits neuronaux de la peur et de l'émotion, et ce qu'il a découvert sur l'amygdale change notre compréhension de la communication humaine. L'amygdale traite les informations émotionnelles et sociales avant que le cortex préfrontal n'ait même le temps d'analyser rationnellement la situation. Ce qui signifie que nos réactions émotionnelles aux autres personnes sont déclenchées au niveau inconscient avant que nous puissions consciemment décider comment nous voulons réagir. Quand quelqu'un avec un système nerveux dysrégulé, quelqu'un qui porte beaucoup de tensions non résolues, d'anxiété refoulée, de colère réprimée entre dans ton espace, ton amygdale le détecte instantanément à travers des signaux subtils, des micro-expressions de tension faciale, des variations dans le rythme respiratoire, des changements infimes dans le contact visuel. Tu ne sais pas consciemment ce que tu détectes, mais ton corps réagit avec un léger retrait, une vigilance accrue, un signal inconscient de méfiance. À l'inverse, quand quelqu'un avec un système nerveux régulé, quelqu'un qui a fait le travail d'intégration émotionnelle et de cohérence interne entre dans ton espace, ton amygdale détecte la sécurité, la cohérence, l'authenticité, et ton corps se détend spontanément, s'ouvre, se sent attiré vers cette présence, sans comprendre rationnellement pourquoi. Matthew Lieberman a révélé à travers ses recherches sur le cerveau social que nous sommes neurologiquement câblés pour la connexion, que notre cerveau possède des réseaux neuronaux dédiés spécifiquement à comprendre les états mentaux des autres, à prédire leurs intentions, à synchroniser nos émotions avec les leurs. Ce qu'on appelle l'aura ou la présence magnétique n'est pas une qualité mystique, c'est la manifestation visible d'un système nerveux intégré qui envoie des signaux cohérents de sécurité, d'authenticité, de présence véritable. Ces signaux sont captés par le cerveau social, des personnes autour de toi, avant même qu'un mot soit prononcé, et ils créent instantanément soit une attraction, soit une répulsion au niveau viscéral. Lisa Feldman Barrett explique que le cerveau est essentiellement une machine à prédire, constamment en train de faire des hypothèses sur ce qui va se passer ensuite en se basant sur des expériences passées. Quand tu rencontres quelqu'un, ton cerveau fait immédiatement des prédictions sur cette personne en se basant sur des milliers de micro-signaux. Le ton de la voix, la posture corporelle, les expressions faciales, le rythme de la respiration, la qualité du contact visuel. Si ces signaux sont cohérents, si l'expression externe correspond à l'état interne, ton cerveau prédit la sécurité et l'authenticité. Si ces signaux sont incohérents, si la personne essaie de projeter une image qui ne correspond pas à son état émotionnel réel, ton cerveau prédit la menace ou la méfiance et tu te sens inconsciemment mal à l'aise en sa présence. Stanislas Dehaene a démontré que la conscience elle-même émerge de cette capacité du cerveau à créer une représentation cohérente de l'information à travers différents réseaux neuronaux.
Les personnes avec une haute conscience de soi, celles qui ont développé ce que Daniel Siegel appelle la vision de l'esprit, cette capacité à observer leurs propres processus mentaux et émotionnels, émettent naturellement des signaux de cohérence parce qu'il y a moins de fragmentation entre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent et ce qu'elles expriment. Attends de comprendre ce que cela révèle sur ta psyché profonde et sur le pouvoir que tu as réprimé pendant toutes ces années. Jung a découvert que le processus d'individuation, ce voyage intérieur vers la réalisation de ton self authentique, n'est pas un chemin confortable de croissance personnelle superficielle. C'est une descente dans les profondeurs de ton inconscient, une confrontation avec les parties de toi-même que tu as niées, un démantèlement des identifications fausses que tu as construites pour appartenir, pour être aimé, pour survivre psychiquement dans des environnements qui ne pouvaient pas accepter ta vraie nature. Ton aura n'est que le reflet visible de ton processus invisible d'individuation. Chaque fois que tu as le courage de reconnaître une partie de ton ombre, d'intégrer un aspect de toi-même que tu avais rejeté, tu récupères l'énergie psychique qui était bloquée dans la répression. Et cette énergie devient disponible pour alimenter ta présence, ta créativité, ta capacité à impacter les autres simplement par ta façon d'être. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'individuation n'est pas un processus linéaire d'amélioration, c'est un mouvement cyclique de descente et d'intégration, de mort et de renaissance psychologique. Tu dois être prêt à laisser mourir l'image que tu as construite de toi-même pour que ton vrai self puisse émerger. Viktor Frankl a découvert quelque chose de profond dans les camps de concentration qui résonnent avec cette compréhension jungienne. Les personnes qui survivaient avec leur humanité intacte n'étaient pas celles qui étaient physiquement les plus fortes, mais celles qui avaient trouvé un sens dans leur souffrance, qui avaient transformé leur douleur en quelque chose de significatif. Cette capacité à transformer la souffrance en sens, ce que Frankl appelait la logothérapie, est au cœur du processus d'individuation. Quand tu peux voir ta douleur, ton hypersensibilité, ton sentiment d'être différent non pas comme des défauts à corriger, mais comme des invitations à t'individualiser, à devenir plus pleinement qui tu es vraiment, alors cette souffrance devient une source de pouvoir plutôt qu'un fardeau à porter en silence. Albert Camus a écrit sur l'absurde, cette confrontation avec un univers qui n'offre pas de sens préétabli, et il a révélé que la vraie liberté commence quand tu cesses d'attendre que le sens te soit donné de l'extérieur, et que tu commences à le créer de l'intérieur à travers tes choix, tes engagements, ta façon d'habiter ta propre existence. C'est exactement ce qui se passe dans le processus d'individuation. Tu cesses d'attendre que la société, ta famille, tes relations te disent qui tu devrais être, et tu commences à découvrir qui tu es vraiment, en enlevant les couches de conditionnement, de conformité, de protection que tu as accumulées. Daniel Siegel explique que l'intégration neuronale, cette connexion harmonieuse entre différentes régions du cerveau, permet ce qu'il appelle une présence réceptive, un état où tu peux être pleinement présent à ton expérience interne et à la réalité externe, simultanément sans dissociation ni suridentification. Cette intégration ne se construit pas à travers des exercices cognitifs superficiels. Elle émerge d'un travail profond de reconnaissance et d'acceptation de toutes les parties de toi-même, même celles qui te font peur, même celles que tu as appris à juger comme inacceptables. Lequel de ces signaux inconscients reconnais-tu en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais comprendre ton expérience. Mais voici ce que les neurosciences ont découvert sur la façon dont ton système nerveux influence celui des autres. Et cela va transformer ta compréhension de ce qu'est vraiment le pouvoir personnel. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que le système nerveux autonome n'est pas simplement un mécanisme de régulation interne, c'est un système de communication sociale inconscient. Le nerf vague, qui connecte le cerveau au cœur, aux poumons, au système digestif, joue un rôle crucial dans ce que Porges appelle l'engagement social. Quand ton système nerveux est dans un état de sécurité, de cohérence, de régulation,
Le nerf vague envoie des signaux à travers ta voix, ton visage, tes gestes qui communiquent cette sécurité aux autres. Ta voix a une qualité prosodique spécifique, tes muscles faciaux se détendent d'une certaine façon, ton regard devient plus direct et présent. Ces signaux déclenchent une réponse de sécurité dans le système nerveux des personnes autour de toi, créant ce qu'on pourrait appeler une résonance parasympathique, une synchronisation inconsciente des états de calme et d'ouverture. À l'inverse, quand ton système nerveux est dans un état de menace, de stress chronique, de dysrégulation, le nerf vague se retire de l'engagement social et active des modes de survie plus primitifs, la lutte ou la fuite, ou dans les cas extrêmes, la sidération et la dissociation. Ces états de survie se manifestent à travers des signaux corporels subtils que les autres détectent inconsciemment. Une tension dans la mâchoire, une rigidité dans les épaules, un évitement du contact visuel, une qualité métallique ou monotone dans la voix, des gestes saccadés ou surcontrôlés. Ces signaux déclenchent une réponse de vigilance ou de méfiance dans le système nerveux des autres, non pas parce qu'ils décident consciemment de ne pas te faire confiance, mais parce que leur système nerveux détecte automatiquement l'incohérence ou la menace et réagit en se protégeant. C'est pourquoi tu peux avoir toutes les techniques de communication du monde. Tu peux apprendre les bons mots, les bonnes postures, les bonnes expressions faciales. Mais si ton système nerveux est dysrégulé, si tu portes en toi des tensions non résolues, des émotions refoulées, des traumatismes non intégrés, ta présence restera affaiblie parce que le corps ne peut pas mentir à ce niveau inconscient de communication. Boris Cyrulnik, dans ses recherches sur la résilience, a montré que les personnes qui ont traversé des traumatismes et qui ont fait le travail d'intégration développent souvent une profondeur de présence, une qualité d'empathie, une capacité de connexion qui dépasse celle des personnes qui n'ont jamais souffert. Ce n'est pas le trauma lui-même qui crée cette profondeur, c'est le processus de transformation du trauma en sagesse, de la blessure en source de compréhension. Jung parlait de la blessure qui devient le guérisseur, cette idée que tes plus grandes douleurs, quand elles sont intégrées consciemment plutôt que refoulées, deviennent tes plus grandes forces. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ou de chercher la douleur. Il s'agit de comprendre que la vie te présentera inévitablement des défis, des pertes, des trahisons, des désillusions, et que tu as le choix entre réprimer ces expériences et les laisser te fragmenter psychiquement, ou les intégrer et les laisser t'approfondir, t'élargir, te rendre plus pleinement humain. Freud avait compris que l'énergie libidinale, cette force vitale fondamentale, peut être soit réprimée et créer des symptômes névrotiques, soit sublimée et transformée en créativité, en connexion, en présence magnétique. Mais la sublimation authentique ne vient pas d'une répression plus sophistiquée, elle vient d'une acceptation complète de l'énergie suivie d'une redirection consciente. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de reconnaître. Tu ne peux pas sublimer une énergie que tu n'y possédais. La loi cachée commence à se révéler ici. La vraie loi de l'aura est simple. Ton pouvoir extérieur est proportionnel à ton intégration intérieure. Chaque aspect de toi-même que tu as le courage d'intégrer, chaque partie de ton ombre que tu ramènes dans la lumière de la conscience, chaque émotion refoulée que tu permets de circuler et de se transformer, libère de l'énergie psychique qui était auparavant bloquée dans la répression et la défense. Cette énergie libérée ne devient pas automatiquement du charisme ou de la présence magnétique. Elle devient disponible pour être canalisée consciemment vers ce qui compte vraiment pour toi, vers l'expression de ton individualité unique, vers la contribution que toi seul peux apporter au monde. Combien de ces blocages psychiques as-tu identifiés dans ta propre présence? Écris ton nombre en commentaire. Prendre conscience est la première étape. Adler a révélé quelque chose de crucial sur la motivation humaine, qui éclaire cette compréhension. Il a montré que beaucoup de comportements qui semblent être des expressions de force sont en réalité des compensations pour un sentiment d'infériorité profondément enraciné. Quand tu essaies de dominer les autres pour te sentir important, quand tu cherches constamment la validation externe pour confirmer ta valeur,
Quand tu construis une image grandiose de toi-même pour cacher ton insécurité fondamentale, tu crées ce qu'Adler appelait un style de vie névrotique, une stratégie inconsciente basée sur la peur plutôt que sur l'authenticité. La vraie puissance, selon Adler, émerge non pas de la compensation, mais de ce qu'il appelait le sentiment communautaire, cette capacité à transcender ton ego isolé et à te sentir connecté à quelque chose de plus grand que toi-même. Ce sentiment ne vient pas d'une idéologie ou d'une croyance imposée. Il émerge naturellement quand tu cesses de te battre contre ta propre nature et que tu acceptes ta place dans le tissu interconnecté de l'existence humaine. Ce que Adler a compris, et ce que Jung a approfondi, c'est que l'individuation ne signifie pas devenir un individu isolé et autosuffisant. Cela signifie devenir tellement authentiquement toi-même que tu peux enfin te connecter genuinement aux autres sans perdre ton centre, sans te dissoudre dans leurs attentes, sans sacrifier ton intégrité pour appartenir. Les recherches de Matthew Lieberman sur le cerveau social confirment cette compréhension à un niveau neurologique. Notre cerveau possède deux réseaux principaux qui fonctionnent en équilibre dynamique, le réseau de mode par défaut qui est actif quand nous pensons à nous-mêmes et aux autres, et le réseau de tâches analytiques qui est actif quand nous résolvons des problèmes ou accomplissons des tâches. Les personnes avec une présence magnétique ne sont pas celles qui ont désactivé leur cerveau social pour se concentrer uniquement sur leurs objectifs. Ce sont celles qui ont développé une flexibilité neuronale qui leur permet de passer facilement entre la connexion sociale et la tâche analytique, entre l'empathie et l'action, entre la réceptivité et la direction. Cette flexibilité ne s'enseigne pas à travers des techniques, elle se développe à travers un travail profond d'intégration psychologique qui réduit les conflits internes et permet au cerveau de fonctionner avec plus de cohérence et moins de fragmentation. Joseph Ledoux a découvert quelque chose de fascinant sur les circuits de la peur, qui explique pourquoi certaines personnes te font instantanément confiance, tandis que d'autres, même quand elles disent toutes les bonnes choses, créent un malaise subtil. L'amygdale, ce centre émotionnel primitif du cerveau, possède ce que Ledoux appelle une voie rapide et une voie lente pour traiter les informations menaçantes. La voie rapide, qui passe directement du thalamus à l'amygdale sans passer par le cortex, réagit en quelques millisecondes à des signaux de danger potentiel avant même que tu en aies conscience. Quand quelqu'un porte en lui beaucoup de peur non résolue, d'anxiété chronique, de rage refoulée, son corps émet des micro-signaux de menace qui déclenchent cette voie rapide dans l'amygdale des personnes autour de lui. Elles ne savent pas pourquoi, mais quelque chose en elles se contracte, se met en vigilance, se prépare à une menace possible. À l'inverse, quelqu'un qui a fait le travail d'intégration émotionnelle, qui a développé ce que Richard Davidson appelle un style affectif résilient, émet des signaux de sécurité qui permettent à l'amygdale des autres de se détendre, d'entrer dans un mode d'ouverture et de connexion plutôt que de défense et de vigilance. Les autres ne perçoivent pas tes mots, ils ressentent l'état de ton inconscient. C'est pour cela que tant de gens se sentent déçus quand ils appliquent des techniques de communication ou des stratégies de charisme et découvrent que ça ne fonctionne pas comme promis. Ce n'est pas que les techniques sont mauvaises en soi, c'est qu'elles sont complètement inefficaces si elles sont construites sur une fondation de fragmentation psychologique. Tu ne peux pas technique ta sortie d'un système nerveux dysrégulé. Tu ne peux pas fake ton chemin vers une présence authentique. Le seul chemin réel est celui de l'intégration. Et ce chemin est inconfortable, exigeant, souvent douloureux, parce qu'il demande que tu affrontes exactement ce que tu as passé ta vie à éviter. Les parties de toi-même que tu as jugées inacceptables, les émotions que tu as refoulées parce qu'elles semblaient trop intenses, les désirs que tu as niés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter. Sénèque, ce philosophe stoïcien qui a vécu il y a 2000 ans, avait déjà compris cette vérité fondamentale quand il écrivait que la vraie force ne vient pas du contrôle externe, mais de la maîtrise intérieure, non pas d'une suppression des émotions, mais d'une relation consciente avec elles.
Il enseignait que la sagesse consiste à accepter ce qui ne peut être changé tout en transformant ce qui peut l'être, et que cette distinction elle-même nécessite un niveau de conscience de soi que peu de personnes développent parce qu'elles sont trop occupées à fuir leur propre expérience intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, revenait constamment à cette idée que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles seulement comment tu y réponds, et que cette réponse dépend entièrement de ton degré de présence, de conscience, d'acceptation de la réalité telle qu'elle est plutôt que telle que tu voudrais qu'elle soit. Ce que les stoïciens comprenaient intuitivement, ce que Jung a systématisé psychologiquement, ce que les neurosciences confirment empiriquement, c'est que ton pouvoir intérieur n'est pas une force que tu exerces sur le monde extérieur pour le plier à ta volonté, c'est une qualité d'être qui émerge quand tu cesses de te battre contre ta propre nature et que tu permets à ton self authentique de se manifester sans apologie et sans compromis. Viktor Frankl disait que la dernière liberté humaine, celle qu'aucune circonstance extérieure ne peut retirer, est la liberté de choisir ton attitude face à ce qui t'arrive. Mais cette liberté n'est pas automatique, elle doit être cultivée à travers un travail conscient de présence et d'intégration. Il se passe quelque chose d'encore plus profond ici que la simple régulation émotionnelle ou la gestion du stress. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer ta compréhension de ton propre pouvoir intérieur d'une façon que tu n'as probablement jamais considérée. Richard Davidson a passé des décennies à étudier la neuroplasticité, cette capacité remarquable du cerveau à se restructurer en fonction de nos expériences et de nos pratiques. Ce qu'il a découvert en étudiant des méditants de longue date, des personnes qui ont consacré des milliers d'heures à observer leur propre esprit, c'est que leur cerveau montre des patterns d'activation complètement différents de la population générale. Ils ont une activation significativement plus élevée du cortex préfrontal gauche, la région associée aux émotions positives et à l'approche plutôt qu'à l'évitement, et une régulation beaucoup plus efficace de l'amygdale, ce qui signifie qu'ils peuvent expérimenter des émotions intenses sans être submergés par elles. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces changements neurologiques se manifestent dans leur présence physique d'une façon mesurable. Leur variabilité de la fréquence cardiaque est plus élevée, indiquant un système nerveux plus flexible et résilient. Leur expression faciale montre plus de micro-mouvements, associés aux émotions authentiques plutôt qu'aux émotions performées, et les personnes qui interagissent avec eux rapportent un sentiment de calme, de présence, d'authenticité, qui ne peut être expliqué simplement par leurs mots ou leurs actions conscientes. Stanislas Dehaene a révélé à travers ses recherches sur la conscience que ce qui différencie les états conscients des états inconscients n'est pas simplement l'activation de certaines régions du cerveau, mais la capacité du cerveau à créer un espace de travail global où l'information peut être partagée entre différents systèmes neuronaux. Cette intégration de l'information, ce que Dehaene appelle l'ignition consciente, est exactement ce que Daniel Siegel décrit quand il parle d'intégration neuronale et ce que Jung intuait quand il parlait du processus d'individuation comme une unification progressive de la psyché fragmentée. Ton pouvoir intérieur ne se débloque pas, il se révèle quand tu cesses de le réprimer. Cette phrase contient toute la loi cachée. L'énergie est déjà là, le pouvoir existe déjà en toi, mais il est bloqué, fragmenté, détourné vers le maintien de défense psychologique, vers la répression d'aspects de toi-même que tu juges inacceptables, vers la construction et le maintien d'une persona qui ne correspond pas à ton self authentique. Le travail n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, c'est de libérer ce qui a toujours été là, mais qui était enfermé dans l'inconscient, refoulés hors de la conscience, divisés en complexes qui se battent les uns contre les autres pour le contrôle de ta psyché. Jean-Pierre Changeux, ce neuroscientifique français qui a consacré sa carrière à comprendre la neurobiologie de la conscience, a démontré que la conscience émerge de patterns complexes d'interaction entre des milliards de neurones, et que ces patterns peuvent être profondément modifiés par nos expériences, nos pratiques, notre travail intérieur d'intégration.
Ce que cela signifie concrètement, c'est que ton cerveau change physiquement en fonction de ton travail psychologique, que l'intégration de ton ombre crée littéralement de nouvelles connexions neuronales, que l'acceptation de tes émotions refoulées modifie les circuits de régulation émotionnelle, que la conscience de tes patterns inconscients active des régions préfrontales qui te donnent plus de contrôle sur tes réactions automatiques. Mais voici ce que la plupart des approches de développement personnel ne comprennent pas. Ces changements ne peuvent pas être forcés ou accélérés artificiellement à travers des techniques cognitives superficielles. Le cerveau change en réponse à des expériences vécues avec présence et conscience, pas en réponse à des idées ou des concepts intellectuels. Tu peux lire 100 livres sur l'intégration de l'ombre sans que cela change quoi que ce soit dans ta présence. Si tu n'as jamais réellement fait le travail inconfortable de descendre dans ton inconscient et de confronter ce que tu trouves là. Tu peux apprendre toutes les théories de Freud sur le refoulement sans libérer une once d'énergie psychique si tu continues à maintenir tes défenses et à éviter les émotions qui te font peur. La transformation ne vient pas de la compréhension intellectuelle, elle vient de l'expérience vécue d'intégration, et cette expérience est par nature inconfortable, déstabilisante, parfois effrayante, parce qu'elle demande que tu lâches les identifications qui t'ont donné un sentiment de sécurité même si elles étaient fausses. Camus avait compris cela quand il parlait de l'absurde comme point de départ de la vraie liberté. L'absurde, c'est la confrontation avec un univers qui n'offre pas de sens préétabli, qui ne te dit pas qui tu devrais être, qui ne garantit pas que ton effort sera récompensé. Et dans cette confrontation avec l'absurde, tu as deux choix. Soit tu te réfugies dans des illusions, dans des systèmes de croyances qui te promettent un sens tout fait, dans des identités empruntées qui te donnent une place définie, soit tu acceptes l'absurde et tu commences à créer ton propre sens à travers tes choix, tes engagements, ta façon unique d'habiter ton existence. Cette acceptation de l'absurde est inconfortable parce qu'elle retire toutes les garanties, tous les filets de sécurité, toutes les excuses. Tu ne peux plus blâmer les circonstances, la société, ton passé pour qui tu es devenu. Tu dois prendre la responsabilité radicale de ta propre existence, et c'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur, parce que c'est seulement dans cette responsabilité radicale que ton vrai pouvoir peut émerger. Si cette compréhension de la loi cachée de l'aura a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à débloquer son véritable pouvoir. Quelle révélation t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage d'individuation ensemble, rejoins notre communauté de membres qui s'engagent dans ce travail profond de transformation psychologique. La vérité que tu dois maintenant intégrer complètement, c'est que ton invisibilité, ton sentiment d'être différent, ton hypersensibilité que tu as peut-être jugée comme des faiblesses pendant toutes ces années, ne sont pas des obstacles à ton pouvoir intérieur, ce sont les portes mêmes à travers lesquelles ce pouvoir peut être débloqué. Jung a observé cliniquement que les personnes qui finissent par développer la présence la plus profonde, l'aura la plus magnétique, sont souvent celles qui ont traversé ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Cette période de désintégration psychologique où tout ce que tu croyais sur toi-même s'effondre et tu te retrouves face au vide de ton être non défini. Cette désintégration est terrifiante quand tu la vis, mais c'est le processus nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger, pour que ton self authentique puisse se révéler sans les couches de conditionnement qui l'obscurcissaient. Tu ne peux pas devenir qui tu es vraiment tant que tu t'accroches à qui tu crois devoir être. Freud avait compris que la névrose, cette souffrance psychologique qui semble irrationnelle et persistante, est toujours le résultat d'un conflit entre des désirs inconscients et les défenses que l'ego a construites pour les maintenir hors de la conscience. La guérison ne vient pas du renforcement de ces défenses, mais de leur dissolution progressive, permettant aux désirs refoulés d'être reconnus, acceptés, intégrés dans une structure psychique plus large et plus cohérente.
Ce processus ne peut pas être accompli uniquement par l'intellect, il requiert une descente dans le ressenti corporel, dans l'émotion brute, dans les sensations qui ont été gelées dans ton système nerveux depuis des années ou des décennies. Stephen Porges explique que le trauma ne se guérit pas à travers la compréhension cognitive, mais à travers la restauration de la sécurité au niveau du système nerveux autonome. Quand ton système nerveux peut sortir des états chroniques de défense, de lutte, de fuite ou de sidération et entrer dans des états de ventral vagal d'engagement social et de repos, alors les énergies qui étaient bloquées dans la survie deviennent disponibles pour la vie, pour la connexion, pour l'expression créative de qui tu es. C'est pour cela que les techniques superficielles de confiance en soi ou de charisme ne fonctionnent pas à long terme. Elles essaient de construire une façade par-dessus un système nerveux dysrégulé plutôt que d'adresser la dysrégulation elle-même. Lisa Feldman Barrett a révolutionné notre compréhension des émotions en montrant qu'elles ne sont pas des réponses automatiques universelles, mais des constructions que ton cerveau crée en temps réel, basées sur des prédictions issues de ton expérience passée et des sensations de ton corps présent. Cela signifie que tu as beaucoup plus de pouvoir sur tes émotions que tu ne le crois, non pas en les supprimant ou en les contrôlant par la force de volonté, mais en changeant les prédictions que ton cerveau fait. Et ces prédictions changent quand tu changes ton interoception, ta capacité à percevoir avec précision et sans jugement les signaux de ton propre corps. Antonio Damasio a montré que ton sens même de qui tu es, ton expérience du self, émerge de ce flux constant de signaux corporels qui arrivent au cerveau et créent ce qu'il appelle le soi proto, le soi noyau et le soi autobiographique. Quand tu es déconnecté de ton corps, quand tu as appris à ignorer ou à réprimer les sensations physiques parce qu'elles sont inconfortables ou menaçantes, tu perds contact avec la source même de ton sens d'identité, et ta présence devient abstraite, déincarnée, intellectualisée. Les personnes avec une présence magnétique ne sont pas dans leur tête, elles sont incarnées, enracinées dans leur corps, connectées au flux de sensations, d'émotions, d'impulsions qui constituent l'expérience vivante d'être humain. Cette incarnation ne signifie pas être dominé par les impulsions ou les émotions, elle signifie être conscient d'elles, les permettre, les sentir pleinement tout en maintenant une capacité de choix sur comment tu y réponds. C'est ce que Siegel appelle la vision de l'esprit, cette capacité à observer tes propres processus mentaux et émotionnels avec curiosité et sans jugement, créant un espace entre stimulus et réponse où la vraie liberté existe. Marc Aurèle écrivait que tu n'es pas obligé de croire tes pensées, que tu peux les observer passer comme des nuages dans le ciel de ta conscience sans t'identifier à elles, sans être emporté par elles. Cette capacité de désidentification, de créer un espace conscient entre toi et ton contenu mental, est le cœur de ce que Jung appelait l'individuation et ce que les neurosciences appellent maintenant la métacognition. Le paradoxe profond que tu dois saisir est celui-ci. Ton pouvoir intérieur augmente, non pas quand tu ajoutes plus de contrôle, plus de technique, plus de stratégie, mais quand tu lâches le besoin de contrôler et que tu permets à ton être authentique de se manifester sans filtre et sans apologie. C'est terrifiant parce que cela signifie être vulnérable, être vu tel que tu es vraiment, risquer le rejet, l'incompréhension, le jugement. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside ton plus grand magnétisme, parce que la vulnérabilité authentique, non pas la vulnérabilité performée ou stratégique, mais la vraie ouverture de ton être, crée une résonance profonde avec l'humanité des autres. Quand tu cesses de te protéger derrière des masques, quand tu permets aux autres de voir tes incertitudes, tes peurs, tes blessures, aussi bien que tes forces, tu leur donnes inconsciemment la permission de faire de même. Et cette permission mutuelle crée un espace de connexion authentique qui est infiniment plus puissant que n'importe quelle stratégie de persuasion ou technique de charisme.
Boris Cyrulnik parle de la résilience, non pas comme une qualité individuelle isolée, mais comme une capacité relationnelle, quelque chose qui émerge dans le contexte de connexion sécurisante où tu peux être toi-même sans avoir à te défendre constamment. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais été blessées, ce sont celles qui ont trouvé des relations où leurs blessures pouvaient être vues, acceptées, intégrées, plutôt que jugées ou rejetées. Cette compréhension change tout sur la façon dont tu approches le développement de ta présence et de ton pouvoir intérieur. Ce n'est pas un projet solitaire d'amélioration de soi. C'est un processus relationnel d'intégration progressive dans le contexte de connexions authentiques. Tu ne peux pas t'individuer en isolation, tu as besoin de miroirs humains qui reflètent ta vérité, qui appellent ta grandeur tout en acceptant tes limitations, qui te voient dans ta totalité plutôt que dans les fragments que tu as appris à montrer. C'est pour cela que la vraie transformation psychologique se passe souvent dans le contexte thérapeutique. Non pas parce que le thérapeute a des techniques magiques, mais parce qu'il crée un espace relationnel où tu peux enfin arrêter de performer et commencer à être, où ton système nerveux peut sortir de la défense chronique et entrer dans la sécurité relationnelle qui permet l'intégration. Frankel disait que le sens ne peut pas être recherché directement. Il émerge comme un effet secondaire de ton engagement authentique avec la vie, avec les autres, avec ce qui te dépasse. De la même façon, ta présence magnétique ne peut pas être construite directement à travers des techniques, elle émerge comme un effet secondaire naturel de ton processus d'individuation, de ton travail d'intégration de l'ombre, de ta capacité grandissante à être authentiquement toi-même dans toutes les situations, sans avoir à te fragmenter en versions différentes selon les contextes. La loi cachée de l'aura est maintenant complètement révélée. Ton pouvoir intérieur est directement proportionnel à ton degré d'intégration psychologique et cette intégration se mesure non pas par l'absence de conflits ou de difficultés, mais par ta capacité à rester centré, présent, authentique face à ces conflits et difficultés. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que l'évitement, l'acceptation plutôt que la répression, l'authenticité plutôt que la performance, tu récupères de l'énergie psychique qui était bloquée dans la fragmentation et la défense, et cette énergie devient disponible pour alimenter ta présence, ta créativité, ton impact sur le monde. Ce n'est pas un processus rapide ou facile, c'est le travail d'une vie, mais chaque pas sur ce chemin t'apporte plus près de qui tu es vraiment. Et c'est cette proximité avec ton être authentique qui crée le magnétisme que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Alors commence aujourd'hui, non pas en essayant de construire une nouvelle version améliorée de toi-même, mais en enlevant progressivement les couches de faux semblants qui cachent qui tu as toujours été. Descends dans ton ombre avec courage et curiosité. Permets à tes émotions refoulées de circuler et de se transformer. Observe tes patterns inconscients sans jugement. Accepte ta vulnérabilité comme une force plutôt que comme une faiblesse. Et regarde comment ton système nerveux se régule progressivement, comment ta présence s'approfondit naturellement, comment les autres commencent à te percevoir différemment, non pas parce que tu as changé ton comportement externe, mais parce que tu as transformé ton être intérieur. C'est cela, la vraie loi cachée de l'aura, et maintenant que tu la connais, tu ne peux plus jamais revenir à l'illusion que le pouvoir personnel se construit de l'extérieur vers l'intérieur. Le voyage a toujours été de l'intérieur vers l'extérieur, de l'inconscient vers le conscient, de la fragmentation vers l'intégration, de la persona vers le self. Et ce voyage commence maintenant, à ce moment précis, où tu décides que tu en as assez de performer et que tu es prêt à simplement être.